Je m'appelle Francis Banville, je suis étudiant au doctorat en écologie quantitative et computationnelle dans les labos de Timothée Poiseau à l'Université de Montréal et de Dominique Gravel à l'Université de Sherbrooke. Je vais présenter en français aujourd'hui, parce que c'est rare que j'ai l'opportunité de présenter en français, mais mes diapositives vont être en anglais. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode que nous sommes en train de développer pour prédire certaines propriétés des réseaux d'interaction entre espèces, en utilisant un minimum d'informations possibles sur les communautés biologiques. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que prédire les propriétés des réseaux écologiques nous permettrait de mieux comprendre comment ils fonctionnent et comment ils répondent aux changements. Puis ça, c'est vraiment nécessaire si on veut bien les protéger. Donc, imaginons pour commencer une population d'une espèce en déclin. Ça pourrait être des rainettes faux-grillons sur l'île de Montréal, comme ça pourrait être des abeilles domestiques en Europe ou ailleurs. Quelles seraient les conséquences de l'extinction locale de l'espèce? Évidemment, c'est vraiment du cas par cas, mais de façon générale, quand une espèce s'éteint, décline ou migre, c'est vraiment difficile de prévoir comment l'écosystème sera affecté. Puis une des raisons pour ça, c'est que c'est difficile à prévoir ou à quantifier les impacts sur les interactions entre les espèces. Par exemple, dans le cas de l'abeille domestique, c'est tout un réseau de plantes et pollinisateurs qui pourrait être affecté. Maintenant, imaginons que ce n'est pas seulement une espèce qui s'éteint localement, mais c'est des centaines ou même des milliers au même endroit. Comment va répondre l'écosystème? Avec les changements climatiques, la perte d'habitat naturel, les événements climatiques extrêmes, des milliers d'espèces en ce moment sont menacées partout à travers le monde. Un nombre très élevé d'espèces migreront vers les pôles ou en altitude, si elles en sont capables, et devront interagir avec les espèces déjà présentes. Et plusieurs de ces interactions-là seront négatives et engendreront encore plus de pertes de biodiversité. Pour avoir une idée un peu plus précise de la gravité du problème, selon Newbold, la très grande majorité des écosystèmes devraient perdre au moins 10% de leurs espèces en vertébrés d'ici 2070, à cause des changements climatiques et du changement d'utilisation du territoire. Évidemment, plus le climat se réchauffe et plus grande et généralisée sera la perte de biodiversité. Globalement, c'est entre 20 et 40% moins d'espèces de vertébrés partout sur Terre d'ici 2070. Le constat est similaire pour d'autres groupes d'espèces, comme les plantes ou les invertébrés. Donc, à quoi vont ressembler les écosystèmes dans 20, 50 ou 100 ans? Comment fonctionneront-ils? Donc, c'est difficile à savoir, mais si nous voulons bien nous adapter au changement climatique, c'est nécessaire de bien comprendre et quantifier les impacts potentiels de la crise de biodiversité sur les milieux naturels. Et pour faire ça, c'est nécessaire de considérer les interactions entre les espèces. Donc, ça m'amène à l'objectif de mon projet de thèse. Donc, nous avons déjà une très bonne idée du nombre d'espèces locales un peu partout sur Terre. Et nous avons quelques scénarios qui nous permettent d'estimer la perte de biodiversité attendue à l'échelle mondiale. Donc, mon défi sera de développer une méthode simple pour prévoir plusieurs propriétés fondamentales des écosystèmes dans le temps à partir du nombre attendu d'espèces. Donc, ces propriétés-là sont associées au fonctionnement, à la dynamique, à la stabilité des communautés biologiques. Et estimer comment elles pourraient être impactées par la perte de biodiversité pourrait nous permettre de mieux cibler les écosystèmes les plus vulnérables aux perturbations naturelles. Donc, ici, je vous présente une carte à titre d'illustration seulement, parce que mes résultats sont encore préliminaires. Mais pour arriver à des résultats finaux, la première étape, c'est de créer et de valider un modèle prédisant les propriétés à partir du nombre d'espèces pour des réseaux empiriques actuels, c'est-à-dire pour des réseaux dont les propriétés ont déjà été mesurées empiriquement. Et les prévisions pourront se faire en utilisant ce modèle avec le nombre d'espèces entendues dans 20, 50 ou 70 ans comme input. Donc, pour ce faire, on pourrait adopter une méthode basée sur la dynamique des populations. Ici, par exemple, on a une communauté formée de 3 espèces, une espèce d'aigle, une espèce de poisson et une espèce de mouche. Les aigles mangent les poissons, qui à leur tour mangent les mouches. Et on peut modéliser le nombre d'individus de chaque espèce dans le temps à l'aide d'un système d'équations différentielles. Donc, ici, on voit, par exemple, que la population d'aigles augmente graduellement jusqu'à ce qu'elle épuise la population de poissons. Alors, la population d'aigles décline rapidement, ce qui permet aux poissons de récupérer. Le même phénomène s'applique pour les mouches et les poissons. Et quand on considère la chaîne trophique dans son ensemble, ça nous donne un cycle assez élégant. Donc, vous pensez peut-être que ce système est un peu irréaliste, puis vous avez raison. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs qui influent sur les populations de ces 3 espèces, comme d'autres prédateurs et proies que nous avons omis dans notre modèle. Donc, les communautés biologiques sont en effet en réalité beaucoup plus complexes. Puis les écologistes les représentent généralement sous la forme d'un réseau, où 2 espèces sont liées si elles interagissent. Ici, nous avons un réseau formé de 7 espèces, incluant nos 3 espèces à la diapositive précédente, mais les réseaux pourraient être formés de plusieurs centaines ou même de milliers d'espèces.
Modéliser un réseau écologique aussi grand à l'aide d'un système d'équation différentielle peut être assez compliqué. Heureusement, il existe plusieurs mesures pour caractériser simplement et rigoureusement les réseaux. Et chacune de ces mesures contient beaucoup d'informations écologiques. Et ce sont ces mesures-là que je vais tenter de prédire avec mon modèle. Donc, par exemple, certaines de ces mesures se rapportent aux espèces elles-mêmes. Par exemple, on pourrait penser au nombre de prédateurs et de proies qui possèdent une espèce donnée. Et la distribution du nombre d'interactions pour chaque espèce du réseau se nomme la distribution de degrés, qui est une propriété fondamentale des réseaux, parce qu'il est associé à plusieurs processus écologiques. Il y a aussi d'autres mesures qui se rapportent plutôt à l'ensemble du réseau. Donc, on pourrait par exemple penser au nombre total d'espèces dans le réseau, au nombre total d'interactions, ou même au rapport entre ces deux quantités. Le rapport entre le nombre d'espèces, en fait, le rapport entre le nombre de liens et le nombre d'espèces au carré se nomme la connectance. Donc, c'est la proportion de liens possibles qui sont réalisés. Puis la connectance a notamment été associée à la stabilité d'une communauté face aux espèces exotiques envahissantes. Mais par contre, les propriétés des réseaux sont souvent difficiles à mesurer directement. Étant donné la difficulté à échantillonner l'ensemble des espèces présentes en un lieu donné, certaines espèces sont manquantes dans les jeux de données disponibles. Aussi, les interactions entre espèces sont encore plus difficiles à observer empiriquement. Donc, échantillonner adéquatement un réseau écologique demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ce qui fait en sorte que les données sont rares. Et échantillonner les réseaux à grande échelle, c'est tout simplement inconcevable en ce moment. C'est donc nécessaire de prédire les propriétés des réseaux dans une étude à grande échelle comme la mienne. La donnée de biodiversité la plus précise, la plus mesurée à l'échelle mondiale, demeure le nombre d'espèces locales. Étant donné que le nombre d'espèces est fortement associé à plusieurs autres mesures des réseaux, j'ai utilisé cette donnée pour prédire la structure des réseaux à grande échelle. Donc, je reviens donc sur la carte que je vous ai présentée plus tôt. Chaque pixel représente une communauté biologique. Donc, nous avons estimé le nombre d'espèces totales actuelles. La communauté est composée d'invertébrés, d'oiseaux, mais également d'autres vertébrés, de plantes, de champignons et même de micro-organismes. Et l'objectif, je vous rappelle, c'est d'estimer la structure des réseaux à l'échelle mondiale à partir du nombre total d'espèces. Mais comment on peut faire ça concrètement? Il y a plusieurs méthodes pour y arriver. Celle que nous avons retenue dans notre labo part du nombre total d'espèces. Et à titre d'illustration, ici, nous avons une communauté formée de 7 espèces en Asie du Sud-Est. On peut commencer par estimer de manière probabiliste le nombre total d'interactions à partir du nombre d'espèces. Pour y parvenir, mes collègues et moi, on a adopté une approche d'inférence bayésienne en considérant les contraintes biologiques quant au nombre maximal et minimal d'interactions dans une communauté biologique ayant un nombre donné d'espèces. Pour notre communauté formée de 7 espèces, on prédit qu'il devrait y avoir à peu près 9 interactions entre elles selon notre modèle. On peut ensuite utiliser un ensemble de modèles écologiques pour distribuer ces liens parmi les différentes paires d'espèces. Juste pour être clair, un modèle écologique, ça repose sur des mécanismes biologiques. Donc, par exemple, selon un de ces modèles, une espèce ne pourrait se nourrir que des espèces qui ont une plus petite taille corporelle qu'elle. Une fois ces liens distribués, on peut directement calculer diverses propriétés du réseau. On pourrait par exemple calculer sa modularité, c'est-à-dire à quel point les espèces forment des groupes distincts d'interactions. Si on répète ce processus pour chaque communauté ou pixel, on peut dériver une carte comme celle-ci. Le problème, c'est que quand on emploie cette méthode, c'est que c'est assez coûteux en ressources informatiques. C'est pourquoi ma carte ici était complète. C'est parce que c'est des résultats encore préliminaires. En plus, cette méthode repose sur des mécanismes écologiques qui sont parfois approximatifs. Nous avons donc décidé de développer une méthode un peu plus fondamentale pour réussir à prédire la structure d'un réseau à partir de son nombre total d'espèces. Cette méthode repose sur le principe d'entropie maximale. Le principe d'entropie maximale permet de dériver la distribution de probabilité la moins biaisée possible qui respecte certaines contraintes. Par exemple, pour dériver la distribution de degrés, qui, je me rappelle, représente la distribution du nombre d'interactions pour chaque espèce du réseau, on pourrait maximiser l'entropie de Shannon en respectant 2 contraintes. La première standardise la probabilité qu'une espèce ait un nombre K d'interactions pour que la somme, en fait, somme à 1. Le total des probabilités somme à 1. La deuxième contrainte spécifie que le degré moyen soit le double du nombre total d'interactions par espèce. Et pourquoi le double? Simplement parce qu'une interaction écologique se fait entre 2 espèces. En estimant le nombre total d'interactions à partir du nombre d'espèces, en utilisant le modèle bayésien présenté plus tôt, on obtient une gamme de degrés moyens possibles.
Chaque degré moyen est une contrainte différente et implique donc une différente distribution de degrés d'entropie maximale. Je pense ici le cas pour une communauté de 150 espèces. Pour cette communauté de 150 espèces, nous obtenons donc une gamme de distribution de degrés d'entropie maximale, certaines étant plus probables que d'autres. Par exemple, pour un degré moyen d'environ 5 interactions par espèce, on obtient cette distribution-ci. Pour un degré moyen de 8, nous avons cette distribution, et ainsi de suite. Donc, pour résumer, nous sommes partis du nombre d'espèces locales à l'échelle mondiale et avons estimé le nombre total d'interactions dans une communauté formée d'un nombre donné d'espèces. Le rapport entre le nombre d'interactions et le nombre d'espèces est une contrainte qui peut être utilisée pour dériver la distribution de degrés, ou la distribution du nombre d'interactions de chaque espèce. La distribution de degrés la moins biaisée tout en respectant cette contrainte. Le prochain défi sera de prédire d'autres propriétés des réseaux écologiques à partir de la distribution de degrés. Ce n'est pas encore totalement clair pour moi comment y arriver, mais j'ai quelques idées. Et je serais vraiment heureux d'en discuter avec vous plus tard si vous voulez. Dans tous les cas, y parvenir me permettrait d'en apprendre beaucoup sur le fonctionnement, la stabilité, la résilience et même la dynamique des réseaux écologiques à l'échelle mondiale. Je rappelle cependant que mon objectif principal est de prévoir comment les réseaux écologiques seront impactés par une perte de biodiversité. En déterminant clairement comment certaines propriétés des réseaux varient avec le nombre total d'espèces, il me sera possible de prévoir grossièrement comment la communauté biologique devrait être organisée dans le futur. Et pour y arriver, il suffirait d'utiliser les prévisions les plus fiables du nombre d'espèces entendues selon les différents scénarios de changement climatique et de perte d'habitat naturel. Je pourrais également intégrer ma recherche à la théorie de l'entropie maximale de l'écologie, ou MIT. MIT utilise le principe d'entropie maximale pour prédire plusieurs distributions macroécologiques à partir d'une poignée de mesures, comme le nombre total d'individus, le nombre total d'espèces, ou même l'aire occupé par la communauté biologique. À l'aide de MIT, il serait possible, par exemple, d'estimer directement le nombre d'espèces entendues dans le futur. MIT pourrait également être utilisé pour filtrer les réseaux écologiques selon leur degré de réalisme. Mais ça, je réserve ça pour une présentation à Octobre numérique l'année prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis vraiment heureux de vous répondre à vos questions en français ou en anglais.